plongeons dans l'histoire d'une erreur de calcul géopolitique, une erreur aux conséquences énormes. Tout part d'un plan secret qui repose sur une seule hypothèse qui s'avérera complètement fausse. Ça se passe le 11 février. Netanyahou présente son plan d'attaque à l'administration Trump. L'idée était simple, une frappe militaire, et le peuple iranien se soulèverait pour renverser le régime. Sauf que voilà, le camp américain est divisé. Trump et son gendre sont pour, mais l'armée, elle, s'y oppose. Les militaires alertent sur les dangers d'une guerre au sol et sur les risques dans le détroit d'Ormuz. Malgré tout, le plan est validé. Et c'est justement là que se situe l'erreur fatale. En fait, ils ont complètement sous-estimé l'Iran, en oubliant que l'intelligence peut parfois remplacer les armes. Du coup, la réponse de l'Iran a été très maligne. On parle de la guerre du faible au fort. Concrètement, cette contre-stratégie s'est jouée en 3 temps. Pour les États-Unis, on sait maintenant, depuis hier, le Washington Post a publié une enquête passionnante hier, où il a expliqué comment ça s'est passé. Parce qu'on disait tous, Netanyahou a mis la pression sur Trump. Alors il y a surtout qui disaient, c'est suite à l'affaire Epstein que Trump on lui a mis sous pression. D'autres disaient non, c'est les relations amicales qu'il peut y avoir. Enfin, il y avait plein de motifs, mais on savait pas lequel était le bon. Mais il y avait effectivement une collusion entre les Américains et les Israéliens pour faire la guerre en Iran. Et personne ne comprenait pourquoi, en disant pourquoi les Américains se sont mis dans cette affaire. Le Washington Post vient de nous informer que, en définitive, le 11 février, c'est très précis, Netanyahou est venu aux États-Unis avec des collaborateurs et a présenté à Trump, à Vance et à Jared, le gendre de Trump qui est copain de Netanyahou, un plan pour attaquer l'Iran, en disant on va attaquer l'Iran, on peut tout détruire, et en même temps il va y avoir un soulèvement populaire et ils seront renversés. Et Trump, il a trouvé que c'était une bonne idée. Vance était contre, il faut le savoir. Wittdorf, qui est le grand négociateur actuel, qui négocie aussi en Ukraine et qui va négocier au Pakistan à partir de demain, Wittdorf également était contre. Et Jared Kushner, qui est copain évidemment de Netanyahou, lui était pour. Donc Trump était soutenu par son gendre et a dit oui, c'est une bonne idée, on y va. Quand vous dites Trump était soutenu par son gendre, ça veut dire que Trump lui-même était plutôt favorable à l'intervention. Ça a presque dit le Washington Post, Trump était favorable, tout le monde. Bah oui, s'il y a un renversement du régime et qu'en plus... Alors après, ce qu'on découvre, c'est que les militaires, on dit tout de suite, pour les destructions, on va y arriver, il n'y a pas de problème. Par contre, pour une action terrestre, ça va être beaucoup plus difficile, on peut pas le faire. Et derrière, ils ont dit attention au détroit d'Ormuz. C'est les militaires ont dit attention à Ormuz. Là, il y a un risque réel. Bon. Trump a dit mais non, ça fait rien, on y va. Et donc, après, et quand je dis les militaires ont dit ça, ils ont étudié des plans. Après ce qu'avait donné Netanyahou, Trump a dit étudiez tout. Et il y a eu le rapport qui a été fait par les Américains disant voilà, Monsieur le Président, on peut y aller, mais voilà les conditions, voilà les dangers, voilà ce qu'on court. Bon. Et Trump est pas passé outre l'histoire d'Ormuz, il a passé outre le fait que Vance disait il faut pas y aller parce que notre électorat est contre la guerre, on a été élu pour faire la paix, donc il faut pas s'amuser à ça, et donc Trump y a été. À la Trump, c'est moins qu'on puisse dire. Pour Netanyahou, ça a été un superbe coup, puisque lui, qui voulait par tous les moyens continuer la guerre, parce qu'on sait depuis toujours que Netanyahou, si la guerre s'arrête, il part en prison, parce que la Cour suprême israélienne continue à vouloir le mettre en prison pour les affaires de corruption. Donc, il sait que lui, son survie, c'est la guerre, pouvoir continuer. On le sait depuis des mois, ça, donc c'est pas une nouveauté. Bon. Depuis avant le 7 octobre, d'ailleurs. Mais bien sûr. D'ailleurs, c'est probablement une des raisons il y a beaucoup de choses à dire. Bon. Donc là, Netanyahou a dit, c'est bon, on y va. Mais Netanyahou, il était aussi convaincu, quand il a présenté son dossier, qu'il allait avoir un soulèvement populaire. Erreur fatale. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'aujourd'hui, on voit que le même Netanyahou dit depuis 3 jours que l'échec en Iran, c'est pas de sa faute, c'est la faute de David Barnea, le patron du Mossad, qui s'est trompé. Bon. Or, en Israël, il y a des choses qui sortent quand même aussi aujourd'hui et qui disent mais c'est pas vrai. Barnea n'a jamais dit qu'il y aurait un soulèvement populaire. Donc, si vous voulez, on voit que c'est une affaire, un espèce de marché de dupes général où tout le monde s'est trompé.
ou à tromper l'autre, si vous voulez. Hein. Et le problème, c'est que cette guerre, si on regarde froidement ce qui s'est passé, cette guerre, on est dans une impasse totale, parce que ils se sont trompés sur presque tout. Hein? Et c'est un peu une guerre du faible au fort où Donald Trump avait beaucoup à perdre. Là, il y a eu indiscutablement, ça c'est sur le plan militaire, c'est une chose sur laquelle il faut qu'on médite sérieusement, c'est que on a considéré les Iraniens comme des moins que rien, en disant mais on peut les écraser parce que ils sont pas forts. On a oublié que dans la guerre du faible au fort, l'intelligence peut remplacer des armes. Et on le voit très bien. En plus de l'intelligence, il y a des armes. Ben, alors en plus, ben, vous avez tout à fait raison. Et on le voit bien, parce que si vous regardez cette guerre, c'est très intéressant de voir que les Iraniens n'ont jamais tiré les premiers. C'est clair, ils ont été agressés, c'est clair, hein, par les Américains mais derrière, quand vous voyez les frappes, par exemple, sur les bases américaines, ils ont tiré sur les bases américaines dans les pays autour. Ça, personne s'y attendait. Et les pays Ils avaient prévenu d'ailleurs de ces ripostes. Ils avaient dit en cas d'attaque, nous riposterons sur les bases américaines des pays du Golfe. Mais on voulait pas y croire. Parce que ça s'était jamais fait. Et en définitive, c'est très intelligent parce que les pétro-royaumes, pétro-monarchies, elles se sont rendues compte que d'avoir une base américaine, le Qatar en particulier, plus grosse base américaine au Moyen-Orient, c'était au Qatar, ils se sont rendus compte que d'avoir une base américaine, ça les protégeait pas puisqu'on tirait sur la base américaine. Ça en faisait même des cibles. Ben oui. Et ça c'était un renouveau, si vous voulez, dans cette affaire-là. C'était un renouveau parce que c'est un renouveau stratégique. On n'avait pas pensé que ils pouvaient réagir comme ça. La deuxième, bien sûr, ça a été Hormuz. Mais dans l'affaire d'Hormuz, ce qui est très intéressant, c'est de voir que il faut le dire pour les auditeurs, hein, jamais les Iraniens n'ont dit qu'ils bloqueraient Hormuz. Les Iraniens, non, il faut le savoir. Les Iraniens ont dit nous tirerons sur les bateaux qui sont nos agresseurs, c'est-à-dire les bateaux liés aux Américains ou aux Israéliens. Les autres peuvent passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Lloyd à Londres, la compagnie d'assurance à Londres, au tout début de la guerre, quand il y a eu les Iraniens qui ont dit les bateaux peuvent passer sauf ceux qui sont les opposants, la guerre, qui sont nos ennemis. Bateaux hostiles. Bon, voilà, les hostiles, voilà, les bateaux hostiles. Bon, la Lloyd, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ça devient trop dangereux parce que comme on ne peut pas identifier à coup sûr les bateaux comme étant d'un côté ou de l'autre, il y a toutes les chances que des bateaux non concernés prennent un missile, prennent une vedette lance-torpille ou quelque chose. Bon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté les primes de manière considérable. Et c'est ça qui a bloqué. Tous les armateurs ont dit, mais je vais pas payer des millions de dollars d'assurance uniquement pour passer le détroit d'Ormuz. Donc, j'attends que la fin de la guerre pour faire passer mes bateaux. C'est pour ça que les bateaux sont bloqués. C'est pas parce que c'est d'ailleurs pour ça que, malgré les déclarations, pour le moment, le trafic ne reprend pas comme ça. Exactement, parce que pour le moment, justement, même quand les Iraniens disent mais vous pouvez passer, je vais pas tirer, les autres disent attends, il y a quand même un risque, s'il y a un imbécile qui tire, donc on se retrouve, donc c'est ça, si vous voulez, et là on voit que les Iraniens, ils ont su jouer sur tous les aspects, et quand par exemple on a eu quand les Israéliens ont tiré sur une raffinerie. Jusqu'à ce moment-là, Trump avait dit, vous savez que le pétrole c'est sacré pour les Américains, parce que c'est la raison de beaucoup de choses. Hein. C'est la raison du Venezuela, c'est la raison aussi de l'Iran, hein, pour les Américains. Bon, on veut contrôler les ressources pétrolières dans le monde. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on n'y touche pas. Vous ne touchez pas dans les bombardements aux raffineries de pétrole et de gaz, parce que ça c'est le business. Hein. Bon, qu'ont fait les Israéliens qui n'écoutent pas ce que disent les Américains de manière assez régulière? Ils ont bombardé 2 raffineries à côté de Téhéran. Alors, vous avez vu, on a vu des images spectaculaires dans Téhéran en feu et ainsi de suite. Bon. Qu'est-ce qu'ont fait les Iraniens? Ils ont dit, on était d'accord pour dire qu'on ne touche pas les raffineries. Immédiatement, ils ont touché 2 raffineries au Bahreïn et je crois au Koweït, hein, et au Koweït. Bon, à chaque fois que les Israéliens ont tiré quelque chose qui n'était pas prévu, les autres ont répondu. La riposte n'a pas quand les Israéliens ont bombardé
Natanz et les sites. Qu'est-ce qu'ont fait les Iraniens? Ils ont bombardé Dimona, la centrale atomique israélienne, où il y a les bombes atomiques israéliennes. Donc, si vous voulez, on voit qu'à chaque fois, c'est du donnant-donnant. C'est une symétrie dans les frappes. C'est une symétrie. C'est là où on voit que la guerre du faible au fort, avec une autant le problème du nucléaire est réglé, mais on le savait déjà avant, puisque dans la négociation avant le début de la guerre, faut pas l'oublier, dans la négociation qui a eu lieu avant le début de la guerre, les Iraniens et les Américains s'étaient mis d'accord sur le nucléaire. Donc ça, on le sait. Hein, ils s'étaient pas mis d'accord par les intermédiaires d'Oman. C'est ça, avec Oman. Hein, et il y avait là où ils s'étaient pas mis d'accord, c'était les missiles. Balistiques. Hein, parce que les Américains disaient on veut plus que vous ayez des missiles, et les autres ont dit attendez, on veut bien que vous nous enleviez le nucléaire, mais laissez-nous au moins les missiles pour nous défendre. Sinon, on peut pas se défendre. Ce qui est logique. Hein. Faut être honnête, c'est logique. On peut pas tout enlever à un pays sous prétexte que ça menace l'autre. Il y a une question d'équilibre, un minimum d'équilibre. Donc, c'est ça qui a foutu. Et or, ces missiles se sont révélés pas du tout comme on le pensait, parce qu'il y en avait d'abord beaucoup plus que prévu. Hein, on pensait qu'il y en avait entre 500 et 700. Aujourd'hui, on dit qu'il y en avait 3000 et qu'il en reste au moins 1000. Donc, c'est pas rien. Hein. Bon, et d'autre part, la grande surprise, ça a été la précision des missiles, puisque on dit, qu'ils sont précis à 1 mètre, 1 mètre 50. Alors qu'avant, c'était à plusieurs cinquantaines de mètres. Et entre parenthèses, je sais pas si vous avez vu cette image magnifique qu'on ne voit pas sur les grandes télévisions, mais qu'on a vu sur les réseaux sociaux. C'est comment un missile iranien a touché la villa où habite Monsieur Netanyahou. Elle n'existe plus. Absolument. Qui prouve la précision quand même du tir, hein, parce que dans une zone de résidence toucher juste une maison, là ça commence à devenir sérieux. Alors je vous demandais tout à l'heure un peu en introduction de cette émission, Alain Juillet, si les objectifs de Donald Trump étaient atteints. Je crois que vous y aviez partiellement répondu. Je voudrais qu'on écoute à présent le général Vincent Desportes, que vous devez connaître. Bien sûr. Et il considérait à l'annonce du cessez-le-feu que les États-Unis avait perdu. On le regarde. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, c'est une défaite des États-Unis, soyons clairs. Trump arrête parce qu'il doit arrêter. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui dit victoire complète, mais je reprends le plan de paix de l'autre, et maintenant je vais négocier un peu chacun des 10 points de l'autre, c'est qu'il a totalement abandonné son propre agenda. Il a perdu, ce qui est pas bien du tout pour lui et puis pour nous, parce que l'Amérique perd sa crédibilité en tant que puissance de réassurance, et nous derrière, nous ne sommes pas partie prenante de cette guerre, mais nous sommes, par ce qu'on appelle le Sud global, considérés comme faisant partie du camp qui a attaqué. Alors ces déclarations vont un peu dans le sens de ce dont on parlait, à savoir de cette stratégie du faible au fort, parce que finalement les États-Unis partent tellement gagnants dans ce genre de conflit que, j'allais dire de façon un peu basique, à chaque fois que l'Iran marque des points, en réalité, c'est une victoire incommensurable par rapport aux États-Unis qui auraient dû écraser la puissance iranienne, qui était déjà pas très loin de l'âge de pierre, si on en croit le président américain. Il est clair que les États-Unis se sont lancés en pensant que ça serait une promenade de santé, hein. Bon, et que ça s'est révélé un échec total. Mais suite à toute une série d'erreurs, hein. Ne serait-ce que parce qu'en face il y a des gens qui avaient préparé cette guerre, il y a des gens qui se disaient un jour ça va nous arriver et voilà comment on va faire pour justement dans une guerre du faible au fort comment on peut s'en sortir. Bon, les Américains visiblement n'avaient pas prévu, ni les Israéliens d'ailleurs, hein. Bon, aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a? On est dans une impasse. C'est clair, on est dans une impasse totale, puisque les bateaux, comme on l'a dit, pour des raisons diverses, mais sont bloqués. Or là, c'est tout le commerce mondial qui est touché. Et tout le monde dit maintenant, ça suffit. Il faut rouvrir le Hormuz. Et les Iraniens disent, mais nous, on veut bien, mais il faut négocier. Et les Américains disent, mais oui, il faut qu'on négocie. Alors, le problème, pardon de vous interrompre, mais quand on dit négocier aujourd'hui, c'est compliqué de savoir avec qui les Américains vont négocier, parce que ils ont quand même éliminé une grande partie des dirigeants iraniens. Oui, mais non, mais attendez, c'est là où, là aussi, si vous voulez, mais on en avait même parlé ensemble ici une fois, hein. On sait depuis toujours que le remplacement des mollahs se ferait par un gardien de la révolution.
C'est pas le Shah Pahlavi, le fils du Shah Pahlavi Reza Pahlavi, qui allait remplacer le Mollah. On le savait très bien. On savait que ce serait forcément, compte tenu du système, un gardien de la révolution. C'est ce qui se passe. Le président de l'Assemblée nationale, qui est maintenant le négociateur en chef, il est un gardien de la révolution. Militaire. Et le guide suprême est désormais le fils du guide suprême qui a été assassiné. Oui, et lui, il est bien malade, le pauvre. Il est le fils du guide suprême, il a été nommé, mais il est très fatigué, il a été blessé. Et il est bon, il garde un Mollah, mais c'est pas lui, c'est fini, c'est plus lui le chef. On le voit très bien, les négociations, c'est les autres qui les mènent. Donc, surtout s'il est mal en point, soit dit. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et comment on sait ça parce que d'abord le fils du guide, on l'a pas vu depuis très longtemps, on l'a jamais vu depuis qu'il a été nommé. Bon, on sait par contre qu'il est encore vivant parce que il a donné son accord pour les négociations. C'est parce que c'est les Iraniens qui l'ont expliqué. Ils ont dit que le guide avait donné son accord, mais les négociations, elles sont menées par qui? Par le président et surtout et c'est là, Trump l'a dit, Trump a dit, le président de l'Assemblée, là, c'est quelqu'un de très bien, on peut discuter avec lui. Ça y est, ils sont en train, ils refont le coup de Dulcy Rodriguez au Venezuela. On prend le président du Parlement, c'est important là-bas, et c'est lui qu'on va mettre comme chef. Donc là-dessus, et alors, ce qui est très intéressant aussi, qui montre qu'ils sont dans une impasse, c'est que qui est le chef des négociateurs au Pakistan? Vance, qui était contre la guerre et qui depuis le premier jour, alors il est loyal, il a pas dit un mot. On puisse dire, chaque déclaration qu'il fait est extrêmement agressive à l'égard de l'Iran aujourd'hui et pas vraiment dans l'apaisement, à vrai dire. Non, oui, mais il est pour la paix. Vance, c'est pour la paix. Depuis le début, Vance dit il faut pas faire la guerre, c'est pas la solution. Donc je pense, alors quand Vance avec Wildorf, alors il y a Jared Kushner qui est le gendre qui va être là aussi, c'est les trois négociateurs. Bon, dans cette négociation, il faut qu'ils trouvent une solution. Et la solution, on le voit bien, dire Trump commence à lâcher des choses incroyables. Qui peuvent se mettre d'accord avec les Iraniens, il a même été dire quelque chose d'invraisemblable en disant mais si les Iraniens mettent une taxe sur le passage par Hormuz, on pourrait se mettre d'accord avec eux pour partager le résultat. Et puis après, il a ensuite dit le contraire et aujourd'hui, il refuse qu'il y ait un péage. Parce qu'on lui a dit que c'était interdit par les lois internationales. Montego Bay, qui est le traité de circulation sur les mers dans le monde, que les Américains n'ont pas signé d'ailleurs, le traité de Montego Bay, oui, comme par hasard, mais le traité dit bien qu'on n'a pas le droit de toucher de l'argent sur un passage d'un détroit quel qu'il soit. Il y a 13 détroits dans le monde, stratégiques, on n'a pas le droit de toucher de l'argent sur le passage d'un détroit. Enfin, ceci dit, peut-être qu'ils le feront, pourquoi ? Parce que les Iraniens sont malins. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Iraniens, derrière? Il faut voir. Pourquoi ils veulent mettre une taxe? C'est parce qu'il faut refinancer la reconstruction de l'Iran. Alors, normalement, c'est le pays qui attaque. Le pays attaquant doit payer les réparations au pays qui a été détruit. C'est la règle. Bon, là, ils peuvent pas demander aux Israéliens, aux Américains de payer ça. Pas plus que les Ukrainiens verront les Russes financer la reconstruction de l'Ukraine. Donc, ce que disent les Iraniens, c'est pour nous permettre de financer, tout le monde va collaborer, vous allez payer une taxe au passage d'Ormuz. Vous voyez, c'est là on voit que c'est des choses, ils sont malins, c'est la guerre du faible au fort. Je vous propose qu'on écoute quand même les déclarations de Mojtaba Khamenei, effectivement, c'est pas lui qui les lit, bien sûr. Nous exigerons une réparation pour chaque blessure subie, ainsi que pour les familles des martyrs et des combattants de cette guerre. Et la gestion du détroit d'Ormuz sera entièrement repensée. Nous n'avons pas cherché la guerre et nous ne la voulons pas. Mais nous ne renoncerons en aucun cas à nos droits légitimes et à cet égard, nous considérons l'ensemble du front de la résistance comme un tout. Ces déclarations vont à la fois dans le sens d'un cessez-le-feu, une paix, mais en même temps, marge de négociation du point de vue iranien qui est assez faible, visiblement. Mais attention, vous savez, dans une négociation, les positions des deux sont toujours très éloignées au départ. Bien sûr. Si les Pakistanais ont réussi à faire venir les deux parties, c'est que derrière, il y a déjà, sur un certain nombre de points, la possibilité de les faire converger. Si on regarde, ils vous disent jamais sur le nucléaire, jamais.
Bon, par exemple, pour prendre les Iraniens, vous dites ça. Mais d'un autre côté, on sait que avant la guerre, dans la négociation qu'il y a eu avant, ils avaient dit oui pour que le stock d'uranium enrichi soit mis dans un autre pays que l'Iran. Et les Russes avaient proposé de garder le stock chez eux, hein, et à ce moment-là, donc et on disait comme ça, c'est fini, on fera juste du nucléaire civil et rien de plus. Bon, donc. Mais pardonnez-moi, mais en même temps, après cette intervention, les Iraniens, ce serait pas illogique de leur point de vue, je sais pas moi qui parle, mais de leur point de vue de se dire bon c'est la démonstration qu'on a intérêt d'avoir l'arme nucléaire parce que sinon on peut être attaqué tout le temps. Oui, mais ils sont d'abord de bons négociateurs. Moi, je vais peut-être vous étonner, mais la négociation se passe au Pakistan. Le Pakistan a la bombe atomique exactement comme les Israéliens, et il l'a obtenue illégalement exactement comme les Israéliens. Donc on a deux cas qui sont les mêmes. Bon, l'Iran au milieu voulait l'avoir aussi illégalement, ils vont pas pouvoir l'avoir. Mais qu'est-ce qui vous dit que l'Iran ne va pas dire au Pakistan, pays frère, sur le plan musulman, de dire écoutez, on veut bien signer un accord de paix avec les Américains et les Israéliens, mais on veut comme garantie que la garantie nucléaire pakistanaise, exactement comme les Français, comme le président Macron a dit encore récemment en Europe, mais nous, on peut vous assurer le parapluie nucléaire pour les autres pays. Si nous, on peut le faire pour l'Europe, pourquoi le Pakistan ne le ferait pas pour l'Iran? Absolument. Et à ce moment-là, le problème nucléaire, il est réglé. Vous voyez? Bien sûr. Alors, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses sur lesquelles, dans ce qu'on voit, alors, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Vous savez, les Iraniens, ce qu'ils veulent, c'est la levée des sanctions. Pourquoi? Parce que c'est le pays le plus peuplé de la zone. C'est le pays le plus éduqué de la zone. Et ce sont d'excellents commerçants. Donc, si jamais on lève les sanctions, ça va être le pays phare. Tout le monde va investir en Iran, parce qu'il n'y aura plus le régime des mollahs, il y aura un régime militaire, mais là-bas, il y a tous des régimes un peu dictatoriaux quand même, faut être honnête. Bon, donc, toutes les choses, à ce moment-là, changeront complètement. C'est ça et le jeu, il est là. Et pour les Iraniens, c'est un dosage savant de la part des gardiens de la révolution qui vont faire la négociation pour dire on va lâcher sur certaines choses, mais on veut des contreparties. Et ils ont une contrepartie qui est sûre, c'est qu'ils disent 2 fois les Américains nous ont attaqués alors qu'on était en train de négocier. Donc on veut maintenant un système qui fasse que ça ne soit plus possible. Alors bien sûr, il y a le deuxième partenaire, c'est Israël. Alors, les Américains, c'est clair que Trump, il a joué gros et il perd très gros. Et que pour s'en sortir, il faut qu'il arrive à imposer la paix là-bas, une bonne paix, parce que si les choses marchent, l'économie se relance et tout, il pourra dire, vous voyez, je les ai écrasés, mais grâce à ça, maintenant, c'est la paix. Bon, on racontera tout ça. Mais le problème, c'est Israël, parce que Israël, eux, ils ont dépensé énormément d'argent quand même, en matériel et tout, pour faire la guerre en Iran. Donc le matériel militaire, ça coûte très cher, surtout à la cadence où il a été utilisé. Ils ont freiné leur économie, parce qu'il y avait 400 000 hommes et femmes mobilisés dans la réserve pour l'armée israélienne pour Tsahal. Bon, ça a freiné le développement économique, indiscutablement. Ils ont et ils ont des dettes de partout, parce que ça alourdit. Et puis le troisième dont personne ne parle, c'est que les destructions par les missiles iraniens ont été très importantes. Alors elles sont cachées par la censure, mais il n'y a pas que la villa de Netanyahou qui a sauté. Il y a les ports notamment. Il y a les ports qui ont été touchés, il y a les systèmes de défense. Le système américain THAAD, qui coûte une fortune, 400 millions de dollars, a été détruit. Enfin, ça, on le sait parce on a vu une photo, mais c'est très rare parce qu'ils montrent pas. Il y a des bases aériennes, il y a Beersheva avec l'unité 8200, on me dit qu'elle a été touchée aussi, là. Celle, vous savez, il y a toutes les sociétés qui font du la cyberdéfense, cyberattaque et autres. Il semblerait qu'elle a eu des impacts. Enfin, il y a eu des destructions dans tous les coins. Il va falloir reconstruire aussi. Là, dans les négociations qui ont lieu à Islamabad, il n'y a pas de représentants israéliens. Non. Ah non, c'est ça aussi. Si vous voulez, les grands perdants, d'ailleurs, Lapid, qui est le patron de l'opposition, le patron de l'opposition israélienne, a dit avant-hier, dans les derniers jours, là, a dit, mais
si on arrive à faire la paix, s'ils arrivent à faire la paix en Pakistan, c'est un désastre pour Israël. Et pourtant, attention, Lapid, il est en opposition, mais c'est un dur à cuire. Hein. Un faucon, hein, c'est pas un gars pour relâcher tout. Hein. Mais il dit c'est un désastre, parce que c'est vrai que pour Israël, c'est catastrophique. D'où la réaction de furie, il n'y a pas d'autre terme, de Netanyahou au Liban, qui, excusez-moi du bilan, on nous annonce on a tué le secrétaire du chef du Hezbollah, 250 morts, 1000 blessés. Est-ce que c'est bien sérieux? C'est insupportable. C'était au lendemain de l'annonce du cessez-le-feu. Hein, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est la furie de Netanyahou et de son équipe qui sont furieux parce qu'ils sentent que tout leur échappe. Parce qu'ils sont pas fous. Ils savent très bien que ça va négocier. Alors bien sûr, après il y a les manœuvres des uns et des autres. C'est une négociation, hein. Et une négociation entre des gens qui sont de très bons négociateurs, donc ils vont pas lâcher facilement, ni d'un côté ni de l'autre. Alors on le sait, hein, d'ailleurs, hein, Netanyahou a annoncé que des négociations pourraient désormais avoir lieu avec le Liban. Absolument, parce que sous la pression américaine. On l'écoute. À la suite des demandes répétées du gouvernement libanais d'ouvrir des négociations directes avec Israël, j'ai donné instruction hier soir au cabinet d'entamer des négociations directes avec le Liban afin d'atteindre deux objectifs. Premièrement, le désarmement du Hezbollah et deuxièmement, sur un accord de paix historique et durable entre Israël et le Liban. Donc pour vous, c'est indubitablement la pression américaine qui a obligé. Ah, mais il n'y a pas photo. Après le massacre il n'y a pas d'autre terme, hein. Après le massacre qu'ils ont fait au Liban, tout le monde est contre eux. Parce que c'est injustifiable. On peut habiller ça comme on veut, mais c'est injustifiable. Donc, les Américains, qui sont pas fous, et qui sentent bien que c'était pour saboter la paix, ce qu'a dit Erdogan. Erdogan a dit, celui qui va tout faire pour saboter la paix qui est en train de se construire, c'est Israël, hein. Erdogan l'a dit carrément. Alors lui, il a exprimé là-dessus. Donc les Américains, ils ont téléphoné à Netanyahou, ils ont dit maintenant t'as pas le choix. Hein. Après ce que tu viens de faire, vous négociez avec les Libanais. Et la négociation commence. Alors, je souhaite bien du plaisir aux négociateurs des deux côtés, parce que personne n'est capable, faut dire la vérité, l'armée libanaise est incapable de désarmer le Hezbollah. Hein, toutes les frappes israéliennes, tout ce qu'ils ont fait n'a pas réussi à le casser. Hein, autant vous dire que c'est pas l'armée. Donc comment, et c'est le vrai problème. Et je vais vous dire plus loin. Ce problème-là, c'est la meilleure preuve que l'affaire du Liban entre Israël et le Hezbollah au Liban est une absurdité. Qui peut régler le problème du Hezbollah? Le Liban. C'est l'Iran. Ah oui, bien sûr. Et c'est l'Iran, puisque les Israéliens nous disent c'est le Hezbollah qui est soutenu par l'Iran. Bon. Et sans l'Iran, le Hezbollah n'existe pas. Donc si on coupe le lien entre l'Iran et le Hezbollah, il y aura plus de problème du Hezbollah. Donc ça veut dire que le problème du Hezbollah se réglera pas dans les négociations libanaises, telles qu'elles sont annoncées, ça va se régler dans le cadre des négociations iranienne avec les Américains. C'est comme ça que ça va se faire. Il faut que les Américains négocient l'arrêt du soutien aux Houthis et en contrepartie. Alors là, je vais vous dire, si Trump réussissait avec ses négociateurs à désarmer le Hezbollah par l'Iran, d'accord, ne plus soutenir le Hezbollah et ne plus soutenir les Houthis, là, ça vaut le coup qu'il lève les sanctions, hein, parce que ça change tout le Moyen-Orient. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste, ça? Ah, avec les Iraniens, tout est possible. Tout est possible. Contre la levée des sanctions, vous vous rendez compte, voilà un pays qui, depuis plus de 30 ans maintenant, vit sous sanctions, ils crèvent la faim tous. Hein. Si on lève les sanctions, ça va devenir la plus grande puissance économique du Moyen-Orient. Ça change tout. Autant vous dire que c'est tentant, hein. Pour Hormuz, la stratégie est brillante. Pas de blocus, non. Juste une crise de l'assurance qui bloque tout. Et puis, il y a la riposte symétrique, œil pour œil, une raffinerie pour une raffinerie. Autre surprise de taille, l'Iran a beaucoup plus de missiles et bien plus précis que prévu. Pour le général français Desportes, les choses sont claires. C'est une défaite stratégique pour les États-Unis. Le résultat final, ce n'est pas une victoire rapide, non, c'est une impasse totale. Une impasse qui coûte cher. La crédibilité américaine est touchée et le commerce mondial est bien perturbé.
Israël aussi paie le prix fort. Des ports sont touchés, tout comme des sites militaires et de cybersécurité. Ce blocage force donc tout le monde, sauf Israël, à se mettre à la table des négociations. Et l'Iran, fort de son succès stratégique, arrive maintenant en position de force pour négocier. Les demandes iraniennes sont très claires, la fin des sanctions, de l'argent et des garanties de sécurité. Le vrai enjeu pour l'Iran ? Devenir la première puissance économique du Moyen-Orient. On se dirige peut-être vers un grand accord qui pourrait absolument tout changer dans la région. La question finale est un peu folle. Et si cette erreur menait par accident à une paix durable ? Aujourd'hui, on va décortiquer cette histoire, cette erreur de calcul absolument colossale qui a complètement rebattu les cartes au Moyen-Orient. Alors la question, elle est simple, mais la réponse est fascinante. Comment est-ce possible qu'une opération pareille, soutenue par les armées les plus puissantes du globe, puisse s'écrouiller de façon aussi spectaculaire ? C'est ce qu'on va voir. Accrochez-vous bien, parce qu'on va assembler les pièces de ce puzzle stratégique assez incroyable. Allez, on plonge dedans. Tout part d'un plan. Un plan présenté avec une confiance, mais une confiance absolue. On est le 11 février et Benjamin Netanyahu file à la Maison-Blanche. Son but, vendre sa stratégie à Donald Trump. Et ce plan, franchement, il est d'une simplicité presque arrogante. Étape 1, une attaque massive. On y va franco. Étape 2, on détruit toutes les infrastructures clés. Et étape 3, la cerise sur le gâteau, le truc qui devait tout faire basculer. Déclencher un soulèvement populaire pour que le régime tombe de l'intérieur. Toute la stratégie, mais vraiment tout ce château de cartes reposait là-dessus, sur cette seule et unique hypothèse. Sauf que, voilà, à la Maison-Blanche, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, loin de là. D'un côté, on a Trump et son gendre, Jared Kushner, qui sont super emballés. Mais de l'autre, il y a des voix beaucoup plus prudentes. Le diplomate Wildorf et surtout les militaires, l'état-major, qui tirent déjà la sonnette d'alarme. Eux, ils voient une faille énorme dans le plan, le détroit d'Ormuz. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. L'erreur fatale, elle est là. Penser qu'une attaque venue de l'extérieur allait, comme par magie, déclencher une révolution à l'intérieur, c'était un pari, une simple hypothèse, pas du tout une certitude. D'ailleurs, plus tard, quand tout aura échoué, Netanyahou pointera du doigt le Mossad en disant « c'est de leur faute, ils se sont plantés dans leurs analyses ». Une erreur de calcul aux conséquences, on va le voir, absolument désastreuses. Ok, maintenant, passons de l'autre côté, la réponse de l'Iran. Et là, attention parce qu'elle a pris tout le monde par surprise. Pas de grande confrontation directe, non. L'Iran a choisi une autre voie, la guerre asymétrique. C'est ce qu'on appelle la guerre du faible au fort. L'idée est simple, en fait. Imaginez, si on ne peut pas battre un boxeur poids lourd dans un face-à-face, qu'est-ce qu'on fait ? On mise sur l'agilité, la ruse. On va chercher ses points faibles, là où il ne s'y attend pas. Ce n'est plus une question de puissance brute, mais d'intelligence stratégique. Et c'est précisément le jeu que l'Iran va jouer. Premier coup, et c'est un coup de maître. L'Iran ne vise pas directement Israël, non. Il vise les bases américaines dans les pays du Golfe. Et là, d'un seul coup, la situation se retourne complètement. Ces bases, que les pétromonarchies voyaient comme leur bouclier, leur protection, eh bien, elles deviennent des cibles. Un atout qui se transforme en une énorme vulnérabilité pour tous ces pays. Deuxième manœuvre, et là, c'est encore plus malin. Pour le détroit d'Ormuz, l'Iran ne dit jamais « on va le bloquer ». Non, il dit juste « tout navire hostile qui passe, on tire dessus ». C'est tout. La conséquence, la grande compagnie d'assurance, la Lloyds de Londres, se dit que le risque est bien trop élevé. Et hop, elle fait exploser les primes d'assurance. Le résultat est immédiat, plus personne ne veut passer. Le trafic s'arrête net. Paralysé par l'argent, pas par les canons. Et puis, il y a la troisième stratégie. Une discipline de fer, vraiment. Une politique du coup pour coup. C'est simple. Pour chaque action menée par Israël, l'Iran s'engage à répondre par une action parfaitement symétrique. Même nature, même importance. Regardez, c'est très clair. Israël bombarde des raffineries près de Téhéran. Ok. L'Iran répond en bombardant des raffineries au Bahreïn et au Koweït. Israël frappe le site nucléaire de Natanz. Pas de problème, l'Iran riposte sur le site nucléaire de Dimona. C'est une symétrie quasi mathématique. Le but, c'est de montrer qu'ils peuvent rendre coup pour coup, sans pour autant déclencher une guerre totale. Mais attendez, ce n'est pas tout. En plus de la surprise stratégique, il y a eu une autre erreur, énorme elle aussi. Une sous-estimation massive, je dirais même presque caricaturale, de la véritable puissance de feu de l'Iran. Le premier choc, c'est la quantité. Les services de renseignement occidentaux pensaient que l'Iran avait quoi ? 500, peut-être 700 missiles ? La réalité ? Presque 3000, 5 fois plus. Là, on ne parle plus d'une petite marge d'erreur, c'est un aveuglement complet. Et évidemment, ça change absolument toute la donne sur le terrain. Et si le nombre de missiles était un choc, leur qualité, c'était un vrai tremblement de terre. Les experts s'attendaient à des missiles pas très précis qui frappent à plusieurs dizaines de mètres de la cible. Sauf que
La réalité, c'était une précision d'1,50 m. Et pour que le message soit bien reçu, un missile a été envoyé directement sur la résidence personnelle de Netanyahou qui l'a détruite. Le message était on ne peut plus clair. On peut toucher n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Alors au final, quel est le bilan de tout ça? Eh bien, pas du tout la victoire éclair espérée, non. C'est une impasse totale. Une situation où ceux qui ont lancé l'attaque se retrouvent complètement coincés sans aucune option viable sur la table. Le général français Vincent Desportes l'a résumé de façon très directe. C'est une défaite des États-Unis, soyons clairs. En fait, quand Trump abandonne son plan de départ et accepte de négocier, il admet, sans le dire, que sa stratégie est un échec. Pour le général Desportes, ce n'est même pas un match nul. C'est une pure défaite stratégique. Et pour Israël, les conséquences sont terribles. D'abord, un coût financier et matériel énorme. Ensuite, une économie au ralenti, avec 400 000 réservistes mobilisés qui ne sont plus à leur poste de travail. Ajoutez à ça des destructions importantes, comme des ports ou la base de la fameuse unité 8200, et le coup de grâce, le pays est totalement exclu des négociations de paix qui commencent au Pakistan. L'addition est très, très salée. Ce qui nous amène donc à la suite, la phase finale, les négociations. Parce que si la guerre a été un échec pour les uns, pour l'Iran, elle a ouvert une nouvelle porte. Une porte diplomatique où, cette fois, c'est lui qui a la main. Et il y a une ironie assez savoureuse dans toute cette histoire. Devinez qui mène la délégation américaine pour négocier la paix? Wildorf. Oui, la même personne qui, depuis le tout début, avait prévenu que cette guerre était une mauvaise idée. C'est un symbole assez incroyable de l'échec total du plan de départ, non? Alors qu'est-ce que l'Iran veut vraiment au fond? Maintenant qu'il a montré sa force, quel est son objectif? Ce n'est pas de gagner du territoire. Ce n'est pas non plus une capitulation militaire. Non, le vrai trophée, le seul et unique but, c'est la levée des sanctions économiques. Ces sanctions qui asphyxient son économie depuis des dizaines d'années. Et il faut bien comprendre pourquoi c'est si crucial pour eux. Un Iran sans sanctions, c'est potentiellement un futur géant économique. C'est le pays le plus peuplé de la région avec une population parmi les plus éduquées. C'est un peuple de commerçants depuis des millénaires. Si on lève les sanctions, l'Iran a tout ce qu'il faut pour devenir la grande puissance économique du Moyen-Orient. Et on termine là-dessus avec cette question qui reste ouverte. Est-ce que le prix à payer pour la paix, ce serait finalement l'émergence d'une nouvelle superpuissance au Moyen-Orient? Une puissance qui pourrait redessiner complètement et pour longtemps tous les équilibres de la région. C'est précisément tout l'enjeu des discussions qui ont lieu en ce moment.